commencerai par une petite anecdote personnelle. En avril 2008, j'ai été expulsé de la haute fonction publique pour avoir écrit dans un article que l'armée israélienne tuait des enfants en Palestine. Et il se trouve que, à cette occasion, puisque le gouvernement français avait décidé de donner un grand retentissement médiatique à ce limogeage, somme toute, assez banal, le chef spirituel des chiites libanais, qui était à l'époque Mohamed Hussein Fadlallah, a diffusé un communiqué de presse depuis Beyrouth, où il résidait, dans lequel il explique que la destitution de ce haut fonctionnaire par le gouvernement français montre que la politique de la France est mauvaise et qu'au Proche-Orient, décidément, elle ne fait pas partie de la solution, mais du problème. Ce sont ses propos. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la France fait partie, un tant soit peu, de la solution ou du problème? Et comme le sujet que je vais traiter, c'est la France et la Palestine, et qu'il s'agit d'analyser la politique de la France au cours des dernières années, je vais simplement, dans un premier temps, m'interroger sur ce que la présidence actuelle a fait et me demander avec vous si ce que M. François Hollande a fait dans ce domaine tranche avec la politique adoptée par ses prédécesseurs. Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, à première vue, entre la politique de François Hollande et celle de Nicolas Sarkozy sur la question israélo-palestinienne, parce qu'il est évident que si je parle de la France et de la Palestine, je suis obligé aussi de parler d'Israël, finalement, les lignes de force paraissent les mêmes, quoi. On ne voit pas a priori, comme ça, à première vue, de différence énorme. Mais toutefois, si on y regarde de plus près, il y a quand même une différence. Et ça a été d'ailleurs suggéré par mon ami René Nabat tout à l'heure. Il y a effectivement une accentuation. Les traits caractéristiques de la politique de Sarkozy dans ce domaine ont été en quelque sorte accentués par François Hollande. Premier élément, tout simple, et le symbole n'est pas mince, jamais Nicolas Sarkozy, président de la République, n'a effectué de visite d'État en Israël. François Hollande, lui, l'a fait en novembre 2013. Il est allé effectivement en Israël et je dirais que ses amis sionistes lui ont déroulé le tapis rouge. Au moment où la population de Gaza étouffait sous le blocus, privée d'électricité, au moment où le président, ravi d'une France déboussolée, pose le pied à l'aéroport Ben Gurion, la population palestinienne de Gaza étouffe. Elle est privée d'électricité. Et M. Hollande se rend aux différentes invitations que ses amis de Tel Aviv lui ont faites. Il participe notamment à un dîner, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, elle est tout à fait éclairante, et il partage avec Benjamin Netanyahou un gâteau sur lequel il y a le mot « peace ». Et il chante. Je ne sais pas ce qu'il chante d'ailleurs, mais ça devait être prodigieusement passionnant, parce que visiblement, ils ont l'air très contents. Et c'est après ce dîner que François Hollande, ce qui est quand même assez étonnant de la part d'un chef d'État, dira, il prononcera cette formule tout à fait stupéfiante, « Toujours j'aimerais les dirigeants d'Israël ». Alors on peut le décliner en « J'aimerais toujours les dirigeants d'Israël ». Enfin bref, on peut s'amuser comme ça. Alors, quand un chef d'État français, président de la République française, déclare qu'il aimera toujours les dirigeants d'un pays, moi je me pose la question de savoir ce que ça donnera si demain, par exemple, l'un de ses dirigeants, l'ancien videur de boîte de nuit moldave qui tient lieu de ministre de la Défense en Israël, décide de couper à la hache, comme il a envisagé, les opposants à sa politique. Est-ce qu'à ce moment-là, le président français déclarera qu'il aime toujours les dirigeants d'Israël? Mais je vous laisse répondre. Cette visite était proprement stupéfiante. Elle n'a strictement rien apporté du point de vue diplomatique, puisqu'elle n'a pas fait bouger d'un iota les lignes adoptées par les uns et par les autres, et M. Hollande est revenu chez lui. Voilà un bon exemple, me semble-t-il, de ce qu'on pourrait qualifier, c'est un euphémisme, de partialité absolument stupéfiante de la politique française en faveur d'Israël. Deuxième exemple, vous l'avez tous en mémoire, on est en juillet-août 2014, et il y a une offensive militaire dévastatrice de l'armée israélienne contre Gaza, qui provoque notamment la mort de 400 enfants palestiniens. Que fait le gouvernement français? Quelle est sa réaction immédiate? C'est-à-dire dans les premières 48 heures.
Ils demandent qu'on épargne les populations civiles palestiniennes? Non. Ils demandent que le gouvernement israélien exerce de la retenue, comme on dit? Absolument pas. Ils demandent qu'Israël lève le blocus? Absolument pas. Il accuse la résistance palestinienne d'être à l'origine des affrontements. Il pointe du doigt le Hamas, dont il fait le procès. D'accord? Ce même Hamas qui a été inscrit au départ sur la liste des organisations terroristes, notamment à l'instigation de la France, alors que cette organisation, rappelons-le, quelles que soient ses orientations idéologiques et ce qu'on peut en penser, a quand même gagné les élections législatives palestiniennes en 2006. Donc on a une France qui, lorsque on est au paroxysme de la crise, et c'était bien le cas en juillet-août 2014, lorsque les bombes israéliennes pleuvent sur Gaza, je rappelle qu'il y a eu plus de 1400, voire 1500 morts, certains bilans même jusqu'à 1700 morts côté palestinien, dont une grande majorité de civils évidemment, et qu'il y a eu côté israélien 70 morts, dont 3 civils, les autres morts étant des soldats israéliens tués au combat. Donc, dans une situation où véritablement on est au paroxysme de l'affrontement militaire entre un occupant, Israël est bien la puissance occupante, ou alors les mots n'ont pas de sens, et une résistance armée, la France prend parti pour l'occupant. Voyage d'État, donc, où le chef de l'État français déclare qu'il aimera toujours les dirigeants d'Israël, puis prise de parti claire et nette de la France, par la voix de ses plus hauts dirigeants, en faveur d'Israël lorsqu'il y a un affrontement aussi meurtrier que celui qu'on a connu en juillet-août 2014. Alors, il est clair, dans ces conditions, qu'on voit bien que la politique française avec François Hollande ne déroge pas aux principes qui ont été posés par son prédécesseur, le fossoyeur du gaullisme, Nicolas Sarkozy. Au contraire, on en rajoute dans l'atlantisme et on en rajoute dans l'alignement presque caricatural de Paris sur Tel Aviv. Ce qui est, comme cela a été d'ailleurs dit tout à l'heure, parfaitement cohérent. Alors, ce qui est quand même frappant aussi, c'est que finalement, dans le discours officiel de la France sur le conflit israélo-palestinien, il y a évidemment ce qu'on sait bien, la pratique systématique du deux poids deux mesures, où on va même jusqu'à rendre les Palestiniens responsables de leur malheur. Parce que quand vous pointez la responsabilité, voire la culpabilité qui serait celle de la résistance palestinienne lors d'un affrontement militaire avec l'occupant, ça veut dire que vous considérez que les Palestiniens, finalement, sont responsables. Ils sont responsables des horreurs qu'ils endurent de la part de l'occupant. Et ce faisant, la France, par la voix de ses représentants, ce n'est pas la France éternelle dont je parle, c'est celle qui est représentée par ses représentants actuels, fait comme si ce n'était pas la violence structurelle de l'occupation et de la colonisation qui avait généré la résistance armée, et non l'inverse. S'il y a résistance armée, c'est bien parce qu'il y a occupation militaire. Mais ça, on l'oublie. Le général de Gaulle l'avait dit, ça a été dit très bien par Philippe de Saint-Robert tout à l'heure. Mais ça n'est pas, effectivement, la référence préférée des dirigeants actuels de la France. On préfère Kouchner à de Gaulle, on préfère donner dans une espèce de novlangue bredouillante où on se prévaut de principes humanitaires à géométrie variable. Il serait valable lorsqu'il y aurait des victimes du régime syrien, mais pas du tout, par contre, lorsque ces victimes sont celles de l'occupant israélien. Alors, il est vrai, quand on regarde le parcours du président actuel, que finalement, ce n'est pas très étonnant. Il était familier, bien avant d'être président, de ces dîners célèbres où les dirigeants de la France, alignés en rang d'oignons, vont faire allégeance. Ils vont célébrer les noces paradoxales d'une république qui se veut laïque et d'une officine communautaire, dont on a évoqué tout à l'heure l'influence. Bien. Et ce même François Hollande avait d'ailleurs, à l'occasion de ces agapes, annoncé, et la promesse a été tenue, que ce Quai d'Orsay décidément pro-arabe et archaïquement gaulliste serait bientôt purgé de ces éléments intempestifs. Donc, alignement de la France sur Israël. Voilà la politique palestinienne de la France. Bien sûr, cela va sans dire, 132 États ont reconnu l'État de Palestine, on attend toujours la France. Alors, à écouter nos dirigeants, ça n'est jamais le bon moment. Avant la conférence internationale du 3 juin, c'était trop tôt. On va peut-être consulter les aruspices, d'ailleurs, pour savoir quand il faut le faire, ouvrir le foie des poulets pour savoir si les présages sont favorables. Après la conférence, manifestement, c'est trop tard puisqu'on ne l'a toujours pas fait. Voyez. Alors avant, il ne fallait pas vexer les Israéliens avant une conférence à laquelle, d'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils ne viendraient pas.
donc c'était doublement ridicule. Et après, les Israéliens n'étant pas venus, et on dit que de toute façon tout ça ne les intéressait pas, de toute façon on ne le fait pas non plus. Donc il y a 132 États qui ont reconnu l'État de Palestine, ce qui est quand même un geste symbolique, finalement, qui ne mange pas de pain. Mais même ça, la France ne le fait pas. Voyez. Par contre, on aime, hein, d'un amour profond, les dirigeants de l'État d'Israël. Alors, cette conférence internationale, on a un petit peu parlé tout à l'heure, je ne voudrais pas être trop long. Bon, c'était couru d'avance avec Washington qui avait déjà annoncé qu'il ferait tapisserie et les Israéliens qui seraient aux abonnés absents. On savait que ça déboucherait sur pas grand-chose. Hein. C'est un peu la montagne, enfin la montagne, la colline, hein, qui accouche d'une souris. Hein. Et on voit bien que le processus qui, soi-disant, était engagé n'aboutira à rien. Tout le monde le sait, et les Palestiniens eux-mêmes. Les Palestiniens, d'ailleurs, quand j'emploie cette expression, ça mériterait un petit peu une analyse détaillée. C'est qui les Palestiniens? C'est Mahmoud Abbas, le président quelque peu, je dirais, en phase terminale, hein, d'une autorité fantomatique. Autorité sur quoi, d'ailleurs? Sur pas grand-chose. Ou les organisations qui sont dans l'opposition, hein, à Mahmoud Abbas, et qui, si on additionne leur potentiel électoral, sont quand même beaucoup plus représentatifs des Palestiniens que ce qui reste de la branche collaborationniste du Fatah. Hein. Bon, mais ça n'empêche pas cette même branche collaborationniste d'intriguer en ce moment avec l'Arabie Saoudite pour tenter, Mahmoud Abbas ayant vocation quand même à sortir, à porter à sa place le fameux Mohamed Darlan, dont tout le monde a entendu parler. La France, dans tout ça, finalement, ne joue aucun rôle parce qu'elle ne veut jouer aucun rôle. À partir du moment où sa politique est une politique d'alignement sur Tel Aviv, la France, en quelque sorte, se stérilise elle-même dans l'influence qu'elle pourrait jouer au Proche-Orient. Au lieu de reconnaître l'État palestinien, elle ne le fait pas. Au lieu d'encourager le mouvement BDS, qui est un mouvement pacifique, lancé à l'initiative de la société civile palestinienne, elle le condamne, elle le criminalise. Il y a un arrêt scandaleux de la Cour de cassation. Bon, vous connaissez tout ça. Donc, la France ne fait rien, et quand elle fait quelque chose, c'est pour adhérer comme la moule, hein, adhère au rocher, à la politique israélienne. On est quand même, à mon avis, comme on dit vulgairement, mal barré. Tant que la France se situe dans le sillage, effectivement, américano-israélien au Proche-Orient, elle ne jouera aucun rôle. Il faut qu'elle rompe avec cette politique. Est-ce que nos dirigeants actuels sont capables de le faire? Non. Ils en sont, à mon avis, intellectuellement et politiquement incapables. Cette incapacité radicale et définitive. Donc seul un changement politique un jour permettra effectivement, si le peuple français le veut et pousse ses dirigeants dans ce sens, de changer de politique. Et ça me paraît quelque chose d'urgent. Ça a déjà été le cas. La France, quand même, on l'a cité tout à l'heure, sous les présidents précédents, savait à l'occasion conserver une politique indépendante, adopter une ligne équilibrée. Elle ne s'alignait pas systématiquement sur les uns ou sur les autres. Il ne s'agit pas de demander à la France de s'aligner, hein, de faire allégeance à l'une des parties en présence, mais au contraire, de faire entendre une voix indépendante. La France sait qu'elle ne peut pas changer la face du monde, mais elle sait aussi que quand elle le veut, elle peut faire entendre une voix indépendante. Et cette voix, je crois qu'elle est attendue aujourd'hui au Proche-Orient. Elle est attendue des Palestiniens, de toute tendance, finalement. Et c'est cette voix, malheureusement, qu'on n'entend plus guère.